messieurs, merci d'être présents ce soir. Je pense que vous m'entendez mieux? Non, il faut que je parle davantage. J'ai toujours des problèmes de diction. Bon, voilà, je crois que là-haut, il va me corriger sans problème. Donc je vous remercie d'être présent ce soir pour cette conférence qui porte sur le transhumanisme. Donc nous allons commencer d'abord par donner quelques définitions de certains mots pour que tout le monde ait bien la compréhension de ce qui va être dit ce soir et qu'on parle tous de la même chose. Et ensuite, donc, je laisserai la parole à notre conférencier de ce soir, Christophe Abbas, qui est ancien grand maître du Grand Orient de France, mais aussi chef du service neuroimagerie nationale Centre national d'ophtalmologie des 15-20. D'ophtalmologie, voilà, des 15-20 à Paris. Voilà. Alors je vais commencer par ce qu'on parle de singularité technologique. Alors la singularité, c'est quoi? Alors c'est l'hypothèse que l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles sur la société humaine. Donc, Ray Kurzweil, par exemple, c'est le cofondateur de la Singularity University aux États-Unis et qui est quelqu'un de très réputé dans cette démarche sur la singularité. Ensuite, nous avons l'intelligence artificielle. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Tout ça, ce sont des définitions que j'ai prises sur Wikipédia, donc tout le monde peut s'y référer. Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Donc, vous voyez déjà que on a une certaine volonté à ce que les machines égalent l'homme dans quelques temps. Ensuite, on parle beaucoup d'algorithmes aujourd'hui. Donc, on en a dans certains de nos smartphones, on en a sur l'ordinateur, et ainsi de suite. Alors, algorithme, c'est suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. On en trouve donc dans nos mesures, dans de nombreuses applications, telles que le fonctionnement des ordinateurs, le traitement d'images, etc., etc. Le big data, je pense que là aussi, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, c'est littéralement grosse donnée. Voilà. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une profusion de données et d'informations. Et donc, ça sert à alimenter des algorithmes et ainsi de suite. Après, on parle aussi de deep learning. Donc, ça, c'est ou apprentissage profond, qui est un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique tentant de modéliser avec un haut niveau d'abstraction des données grâce à des architectures articulées de différentes transformations non linéaires. Donc, vous voyez, c'est un peu technique, mais donc je vous renvoie sur Wikipédia. Ensuite aussi, on parle beaucoup de NBIC. Alors, NBIC, c'est quoi? Donc, c'est les nanotechnologies pour le N, les biotechnologies pour le B, l'informatique pour le I et les sciences cognitives pour le C. Donc là, ça désigne un champ scientifique multidisciplinaire. On parle de convergence pour souligner l'interconnexion croissante entre ces quatre domaines, entre l'infiniment petit, qui est représenté par le N, donc nanotechnologie, la fabrication du vivant par le B, qui est la biotechnologie, les machines pensantes par le I, qui est l'informatique, et les études du cerveau humain par les sciences cognitives. Alors, pour faire court, après, nous avons les GAFAM BATX. Là aussi, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Alors, ce sont des entreprises qui investissent de manière massive depuis longtemps dans les NBIC. Alors, GAFAM, donc on trouve Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, États-Unis. De l'autre côté, vous avez les BATX, qui est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui est chinois. Donc, vous voyez déjà, nous avons un parallèle entre les États-Unis et la Chine. Après, un autre mot que, il m'a semblé important de donner, parce que je suis pas, moi, quand je l'ai lu, je ne le connaissais pas, enfin, du moins, je ne m'en rappelais plus, c'est anthropodicée. Donc, c'est une idéologie dans laquelle l'homme a pris la place de Dieu. Voilà, donc, vous voyez un peu, et là, je vous renvoie peut-être au livre de Yuval Noah Harari sur Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Donc, c'est un livre qui me paraît, pour moi, intéressant à lire, et notamment par rapport au transhumanisme, c'est quelque chose qui nous indique pas mal de choses. Et ensuite, bien sûr, pourquoi vous êtes là, transhumanisme. Alors, transhumanisme, c'est pareil, c'est une définition Wikipédia, mais notre conférencier donnera la sienne propre, certainement. Donc, c'est un mouvement culturel et intellectuel international, prônant l'usage des sciences et des techniques
afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Les transhumanismes considèrent certains aspects de la condition humaine, tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie, comme inutiles et indésirables. Donc là, on voit que quand même, de certains côtés, il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Et de l'autre côté, le transhumanisme partage de nombreux éléments avec l'humanisme, bien sûr, y compris le respect de la raison et de la science, une volonté de progresser et une valorisation de l'existence humaine, ou transhumain. Mais par contre, il en diffère cependant par la reconnaissance et l'anticipation des changements radicaux que pourraient entraîner les techniques émergentes. Et ça, bien sûr, ça fait débat. Et donc, d'où la conférence de ce soir avec notre conférencier Christophe Abbas, qui va essayer de nous donner l'analyse de ce que peut être le transhumanisme et son anthropocidé. Voilà, je laisse donc la parole à notre conférencier. Merci, mesdames et messieurs, chers amis. Merci tout d'abord de m'accueillir ce soir parmi vous pour traiter, avec 50 ans de retard, mais nous sommes la vieille Europe, un courant philosophique et d'ores et déjà un courant politique, car il faudra ne pas oublier qu'aux élections présidentielles américaines ou états-uniennes dernières, il y avait un candidat transhumaniste. Et donc il nous faut à la fois définir, et nous allons revenir sur la définition du transhumanisme, pour bien comprendre de quoi il retourne. Deuxièmement, nous interroger sur la plausibilité des anticipations technoscientifiques de ce transhumanisme qui quitte le registre de la science-fiction, de la littérature fantastique pour nous donner une vision de l'être humain de demain et nous demander si au fond ce transhumanisme demeure encore dans le cadre de la philosophie humaniste des Lumières telle qu'elle s'est développée sur 4 siècles au sortir de la Renaissance. Alors, déjà, comment définir le transhumanisme ? Donc, nous allons reprendre finalement un petit peu les termes de la définition qui a été donnée. Premièrement, le transhumanisme est un courant philosophique qui s'intéresse à la destinée humaine et qui, dans le prolongement de l'humanisme, considère que l'être humain est un être humain perfectible. Perfectible au sens rousseauiste du terme, c'est-à-dire que l'être humain ne présente pas d'identité particulière et éternelle. L'être humain se définit par sa capacité à se dépasser toujours lui-même, donc à s'auto-définir et à dépasser les limites de la condition humaine. C'est cela la perfectibilité. Le philosophe dirait peut-être de manière un petit peu pompeuse qu'il est auto-transcendance. Mais cela veut dire simplement c'est que l'être humain ne se satisfait jamais de sa condition présente et qu'il s'arrache à sa condition présente pour se configurer, pour se définir lui-même. Le corollaire de cette définition, c'est donc que l'être humain n'a aucune identité particulière. Et donc si l'être humain n'a aucune identité particulière, eh bien, il peut se changer pour acquérir l'identité qu'il souhaite, quels que soient les modes de changement, et c'est ce que nous allons voir avec les transhumanistes. Donc, premier élément, c'est un courant philosophique qui s'intéresse à la destinée de l'être humain, à la condition humaine, et qui considère que l'être humain est perfectible, donc qu'il a le droit, voire le devoir, de se changer lui-même, de dépasser sa condition présente. C'est un courant philosophique qui est rationaliste, donc qui se fonde sur la raison, qui est scientiste, qui se fonde sur les derniers développements des sciences. C'est un courant philosophique, rationaliste, scientiste, progressiste, au sens de l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès, c'est l'idée, par exemple exprimée chez un philosophe à l'origine de la conception positiviste du progrès, qui est Auguste Comte, par exemple, mais que l'on pourrait retrouver chez des économistes et philosophes comme Adam Smith, par exemple, c'est l'idée que l'humanité traverse successivement un certain nombre d'âges qui l'amènent à se perfectionner d'une certaine manière. Par exemple, nous sommes passés d'un âge
théologique où les êtres humains se donnaient des entités suprasensibles, Dieu, les esprits, pour expliquer le monde tel qu'il est, à l'âge métaphysique, qui est l'âge de la philosophie où l'être humain se donne de grandes causes, la liberté, l'esprit, la nation, pour organiser philosophiquement et socialement son devenir. Puis l'âge positiviste, c'est le moment où la science va elle-même s'inscrire comme instrument du devenir de la société, de la compréhension du fait social. Le social accède au niveau scientifique, et donc cette science du social va permettre aux hommes, aux êtres humains, hommes et femmes, de s'auto-gouverner de manière strictement rationaliste. Et donc c'est l'idée que l'histoire de l'humanité, à l'aune ou à l'exemple du développement cumulatif des sciences, eh bien, traverse cumulativement des âges qui l'amènent vers un degré de conscience, de liberté, de perfectionnement toujours accru. Donc c'est cela l'idéologie du progrès. Ce serait comparable au progrès tel qu'on le conçoit dans le domaine des sciences et des techniques. Et cette idéologie du progrès est extrêmement forte, car cela veut dire que la société doit mettre tout en œuvre pour aller vers un progrès croissant, quel que soit ce progrès. Évidemment, la question, c'est de savoir quel est le contenu de ce progrès. C'est un courant également matérialiste et souvent athée, ou à tout le moins agnostique, dans la mesure où il considère que de la matière inerte dérive la vie et de la vie dérive l'esprit. En d'autres termes, il n'y a pas de séparation irréductible entre l'esprit et la matière. Et là encore, cela jouera un rôle important dans la volonté d'artificialiser l'esprit, ce que nous envisagerons. C'est un courant donc philosophique, rationaliste, progressiste, matérialiste, voire athée, et mélioriste. C'est ce qui fait sa grande caractéristique. Mélioriste, c'est l'idée que le devenir de l'être humain passe par l'accroissement, l'augmentation de ses capacités physiques, émotionnelles et intellectuelles. De quelle manière ? Eh bien parce que ce courant est aussi technophile par l'intermédiaire des sciences et des techniques, et donc par hybridation biotechnologique. Et c'est là où nous retrouvons les NBIC. Cette augmentation des capacités physiques, émotionnelles et mentales de l'individu se produira par l'usage individuel des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information et des savoirs et technologies développés en effet dans le cadre des sciences cognitives, c'est-à-dire dans l'ensemble interdisciplinaire des sciences qui essaie de comprendre de manière véritablement matérialiste le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement du cerveau, et donc toutes les capacités mentales qui caractérisent l'être humain. Et nous donnerons ensuite un certain nombre d'exemples. Donc courant et l'ensemble de ces qualificatifs est important, philosophique, rationaliste, technophile, matérialiste, voire athée, mélioriste, mais également technoprophétique. Technoprophétique dans la mesure où il ne s'agit pas simplement de convoquer et de dresser le bilan des sciences et des techniques contemporaines, en ce qu'elles peuvent être mobilisées pour aboutir à cette augmentation des capacités physiques et mentales, mais il s'agit, d'un point de vue futurologique, d'anticiper et de se projeter dans l'avenir pour orienter ces sciences et ces techniques. Donc, ce ne sont pas des philosophes simplement du présent, ce sont des prophètes de l'avenir. Et de ce point de vue, c'est aussi un courant messianique, puisque le but, c'est à terme de créer
un être nouveau, un homme nouveau. Mais c'est aussi un courant politique. C'est un courant politique parce que nous verrons que cette philosophie transhumaniste de l'augmentation des capacités physiques et mentales de l'individu constitue un grand mythe, un grand récit qui converge avec la conception philosophique du capitalisme actuel. Et l'on pourrait dire du capitalisme cognitif et numérique actuel, ce que d'aucuns appellent le néo-capitalisme. Et donc là où, dans le système économique et politique, nous sommes confrontés à une loi du marché grandissante et qui n'avait comme conception que l'accumulation du capital et la formation de plus-value avec marchandisation toujours croissante du monde, eh bien les transhumanistes apportent une philosophie de l'être humain qui va rendre un visage humain au mécanisme aveugle du marché tel que le capitalisme le porte. Donc, pour rassembler l'ensemble de ces qualificatifs, le transhumanisme, c'est donc une philosophie qui mise sur la perfectibilité de l'être humain, donc sur sa capacité à s'auto-définir et à dépasser sa condition présente, de manière rationaliste, matérialiste, progressiste, technophile, mélioriste, technoprophétique, messianique et aujourd'hui politique pour certains courants, comme l'exotropisme, au profit d'une vision capitaliste de la société. Voilà, l'ensemble de ces qualificatifs permettent de définir ce que l'on pourrait appeler le tronc commun du transhumanisme. Car ce transhumanisme est parcouru par différents courants. Des courants très proches des milieux libertariens et libéraux, tels que le courant exotropiste, des courants plus sociodémocrates, qui pensent à une redistribution, par exemple, de ces technologies, et donc pour lesquels le questionnement social reste un questionnement essentiel. D'un point de vue historique, et pour donner quelques repères, le plein développement du transhumanisme qui apparaît au fond en Californie, dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la Silicon Valley, est apparu et a commencé à se structurer institutionnellement et comme courant philosophique essentiellement au cours des années 80, avec la fondation de la Forsyth Institute par Drexler, en Californie. Puis, à la fin des années 80, des années 90, avec un philosophe, Max Moore, qui va fonder l'exotropisme, qui est cette vision très ultralibérale et libertarienne de ce courant transhumaniste plus général. On va trouver ensuite, avec des philosophes comme Peirce et Bostrom, la fondation de l'Association transhumaniste mondiale, Humanity Plus aujourd'hui, qui est dirigée, je crois, par Natasha Vita-More. Et progressivement, ce transhumanisme qui se développe essentiellement aux États-Unis, en Californie, là où se trouvent un certain nombre de grandes universités, comme Stanford, comme l'Université de Californie, va traverser l'Amérique vers le MIT et va s'épandre de par le monde vers ce qu'il est convenu d'appeler les grandes sociétés industrialisées, que sont le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Chine aujourd'hui, et un petit peu plus tardivement l'Europe, où l'on va trouver un certain nombre d'associations transhumanistes, comme l'association Technoprog, qui est l'association française, et qui appartient à ce courant plus social-démocrate, donc plus intéressé par des questionnements sociaux de ce transhumanisme. Mais donc vous voyez que globalement, ce transhumanisme a quitté le giron californien pour s'étendre sur la totalité du monde entier, avec un certain nombre à la fois d'idéologues, qui sont des philosophes, des ingénieurs, des chefs d'entreprise,
des scientifiques, mais un ensemble de sympathisants, de GIEC souvent, qui vont participer à cette réflexion et à cette sensibilisation du monde entier à cette philosophie, mais déjà à cette idéologie transhumaniste. Et c'est ainsi, comme cela a été rappelé, que sera fondée, je crois en 2008 ou 2009, l'Université de la Singularité par l'un des chantres du transhumanisme, qui est Ray Kurzweil, qui est accueilli sur un terrain de la NASA en Californie et qui n'est pas une université au sens scientifique, au sens de la recherche scientifique, mais qui est un institut qui reçoit tous les ans des banquiers, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des politiques, des gens finalement intéressés pour les sensibiliser à ces nouvelles technologies. Nous allons donner un certain nombre d'exemples pour ne pas rester dans l'abstraction de la définition, pour sensibiliser à ces technologies et à l'inexorabilité de ce mouvement. Et donc, il faut bien garder présent à l'esprit, c'est que même si le transhumanisme charrie beaucoup de fantasmes et peut-être beaucoup d'erreurs dans ses anticipations sur le futur ou dans ceux qui veulent reconfigurer de l'être humain, il n'empêche que c'est d'ores et déjà un noyau idéologique qui oriente la société et la recherche dans une certaine direction. Et lorsqu'on parle de convergence, on parle de convergence des NBIC, c'est-à-dire cette convergence de ces technologies, dont nous donnerons quelques exemples, dans un sens interdisciplinaire pour amener justement cette reconfiguration, cette hybridation biotechnologique de l'être humain en vue de l'augmentation de ses capacités, mais c'est surtout une convergence politique, dans le sens de l'orientation des crédits, des projets de recherche, pour amener progressivement ces technologies à concrétiser, à réaliser cet idéal de société, qui est à la fois un idéal de reconfiguration de l'être humain, nous allons y venir, mais aussi un idéal plus général et qui est d'ores et déjà en place d'algorithmisation du lien social. Grâce à ces grands réseaux sociaux, même si un certain nombre de régulations apparaissent depuis quelque temps, eh bien, c'est une volonté de modification de la structure sociale et politique de nos sociétés contemporaines, dans un sens libertarien, c'est-à-dire de disparition progressive de l'État, qui sera remplacée par une gestion automatisée ou robotisée des relations sociales. Ça. Vous voyez que ce transhumanisme va de pair, dans son noyau le plus dur, avec une vision libérale libertarienne et avec, de toute façon, ce qui est la tendance d'évolution de nos sociétés, l'automatisation, la robotisation et la place toujours croissante de l'intelligence artificielle dans la gestion, cette fois-ci, du fait social. Mais enfin, quel est le grand mythe? Quel est justement ce grand mythe, cette anthropodyssée qui structure la vision futurologique, quasiment technoprophétique, de ces transhumanistes? Et c'est ce que nous allons aborder avec un certain nombre d'exemples, et je reprendrai quelques exemples plus proches des neurosciences qui me sont, pour ma part, un peu plus familières. Première étape de cette anthropodyssée, nous sommes déjà dans une phase transhumaniste. Donc je prête ma voix aux transhumanistes et à l'enthousiasme qui est le leur. Nous sommes déjà dans une phase transhumaniste, c'est-à-dire d'une humanité en transition. Et quel est le but de ces transhumanistes pour penser cette humanité en transition? C'est l'idée qu'un certain nombre de technologies, qui sont aujourd'hui des technologies utilisées pour la recherche fondamentale ou pour la médecine, puissent demain quitter ce domaine pour entrer, par industrialisation, dans le registre de la consommation individuelle pour permettre justement à chacun et à chacune de se reconfigurer complètement.
Alors comment? Quelques exemples pour être un peu plus concret. Là encore, je parle comme si j'étais un transhumaniste enthousiaste, ne s'interrogeant pas trop sur les problèmes techniques éventuels que la mobilisation industrielle de ces technologies pourrait poser, mais en tout cas, ces technologies existent. Premier élément, nous pourrions nous reconfigurer de manière génétique. Le génome est décrypté. Vous savez qu'il y a environ 25 à 30 000 gènes qui gouvernent le développement de l'organisme vivant. Et aujourd'hui, il est possible d'aller cibler très spécifiquement certains gènes, de les enlever de notre patrimoine génétique et de les remplacer. Vous avez entendu parler de ce couteau moléculaire qui est un système enzymatique, qui pourrait être précis, CRISPR-Cas9, qui permet de reconnaître spécifiquement certains gènes et ensuite de les pouvoir remplacer. Donc évidemment, du point de vue médical, cela permettra, avec par exemple un diagnostic prénatal, d'aller cribler le patrimoine génétique du futur enfant pour détecter des gènes vecteurs ou participant au développement de certaines maladies, de certains handicaps, et de les retirer. Donc ça, c'est une application médicale de cette technique de substitution génétique. Mais un transhumanisme dira, pourquoi ne pas l'utiliser à l'augmentation des capacités? Par exemple, il semble qu'il y ait aujourd'hui une cinquantaine de gènes identifiés à l'heure qui participent au développement de l'intelligence, avec beaucoup de guillemets. L'intelligence telle qu'elle est appréciée par le test du quotient intellectuel. Donc ça laisse une marge pour toute forme d'intelligence qui n'est pas appréciée par le quotient intellectuel. Mais certains transhumanistes l'ont dit, donc vraiment je vous traduis ce qu'ils disent. Donc certains transhumanistes pourraient être tentés de dire, ciblons ces gènes et essayons de les manipuler pour accroître les capacités intellectuelles de l'individu. Ou bien, essayons de modifier, je ne sais pas, je dis comme ça, nos organes de perception, de manière à amplifier certaines capacités. Alors, pas besoin d'aller jusque-là, vous allez voir qu'on peut le faire de manière tout à fait technologique, d'ores et déjà. Donc, le transhumanisme considère, nous avons un outil, par exemple CRISPR-Cas9, qui nous permettra demain, de modifier le patrimoine génétique en fonction, non pas de critères médicaux, mais en fonction de critères que le transhumanisme se donnera pour obtenir le corps et les capacités physiques et mentales qui seront ainsi accessiblement modifiées. Deuxième possibilité, on décrypte progressivement un certain nombre de facteurs qui participent à la sénescence et donc à la vieillesse. Certains gènes ont été identifiés, certaines structures, des enzymes comme les télomérases interviennent au niveau de la diminution progressive de longueur des chromosomes, et donc on pourrait utiliser cette télomérase pour éviter cette diminution chromosomale au fur et à mesure que la cellule se divise par mitose, donc on pourrait cibler cela. On sait qu'on pourrait éliminer des cellules en sénescence qui participent justement au mécanisme général de la vieillesse, donc on pourrait d'une certaine manière peut-être enrayer ces mécanismes qui nous font prendre de l'âge et qui amènent un déclin des capacités physiques et mentales. Cela a été testé dans certaines conditions chez la souris, et ça a donné un certain nombre de résultats plutôt positifs. Je ne sais pas ce que ça donnerait chez l'homme. Mais là encore, le transhumanisme va dire « continuons ces recherches », et comme il a été rappelé, ces recherches nous permettront à terme, dans une application massive à l'être humain, peut-être de nous débarrasser de ce handicap qu'est la vieillesse. Et dans le lexique transhumaniste, comme cela a été rappelé, naturellement les maladies,
mais la vieillesse, toute forme de handicap, sont assimilées à une maladie et donc doivent être éradiquées. Et parmi ces handicaps, eh bien, il y a la mort. Et donc l'une des idées des transhumanistes, c'est d'amener, selon l'expression de Laurent Alexandre, la mort de la mort, c'est-à-dire une augmentation progressive de la durée de vie dans l'objectif d'obtenir une éternisation de la vie et donc d'éradiquer la mort. En tout cas, un certain nombre, évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'est possible, pour l'instant c'est absolument pas possible. Mais le transhumanisme se dit, nous sommes sur la bonne voie. Donc il faut investir massivement dans le cadre de ces recherches. Mais pas simplement dans un but fondamental ou médical, dans un but à terme de permettre à tous et à toutes, du moins à tous ceux et toutes celles qui auront les moyens, de pouvoir se reconfigurer de la sorte. Autre possibilité, demain, il existera des nanorobots, il en existe déjà, qui peuvent se déplacer sur l'ADN, eh bien, qui iront au cœur même de la cellule et permettront ainsi d'interférer ou de moduler le fonctionnement chimique de la cellule. Ce que l'on sait faire, ce que l'on fait avec des substances chimiques, par exemple, mais là, ce seront des nanorobots. Et donc ça, c'est plus facile à contrôler, un nanorobot. Le but, c'est effectivement de n'avoir pas simplement un ciblage aléatoire, relativement aléatoire, d'un certain nombre de mécanismes. Il s'agit toujours d'accroître la puissance ingénierique et le ciblage des mécanismes que l'on veut modifier. Autre exemple, on peut utiliser des cellules souches ou des cellules matures qui ont été déprogrammées pour devenir ce qu'on appelle des cellules pluripotentes, c'est-à-dire des cellules qui ont en quelque sorte rajeuni, entre guillemets, et qui peuvent donner tout un tas de familles cellulaires. Évidemment, ces techniques qui utilisent des cellules souches ou des cellules déprogrammées, reprogrammées, joueront un rôle important en médecine pour reconstruire des tissus lésés, par exemple, pour permettre de reconstruire peut-être demain des neurones dans des régions du cerveau qui ont été touchées par des accidents vasculaires ou dans le cas de démence, par exemple dans la maladie d'Alzheimer où l'on voit une diminution du nombre de neurones dans certaines régions impliquées dans la mémoire, par exemple. Donc, ces cellules souches, de quelque origine qu'elles soient, permettront de pallier des carences neurologiques liées à une destruction cellulaire. Elles permettront de reconstruire des organes. Aujourd'hui, on peut évidemment refaire de la peau, refaire de l'œsophage, refaire du pancréas, refaire du foie, refaire de l'œsophage. On peut reconstruire des tissus. Demain, certains envisagent et cela, je crois, a été fait en Chine, à une toute petite échelle, de permettre des imprimantes 3D biologiques où ce genre de cellules serait reprogrammé pour donner des tissus et l'imprimante 3D eh bien, sculpterait le futur tissu en apposant des couches de tissu pour reconstruire l'organe dans sa totalité. Certains y pensent. Et je crois qu'une oreille a été reconstruite comme ça en Chine. Bon, vous voyez, c'est toujours pareil. Il y a une faisabilité technologique dans tout cela. Donc c'est de ce point de vue que nous quittons le registre de la science-fiction et de l'anticipation littéraire. Autre exemple, et je viens du côté des neurosciences, vous savez, ça vous l'avez tous entendu, que l'on peut contrôler par la pensée le mouvement d'une prothèse articulée, d'un bras robotisé. Alors contrôler par la pensée, cela veut dire simplement que le sujet apprend à maîtriser les rythmes cérébraux que l'on est capable d'enregistrer à la surface de la tête, et qu'en maîtrisant ces rythmes cérébraux, eh bien, il peut envoyer des signaux captés, pas à distance, captés par ce qu'on appelle une interface cerveau-machine, qui va traduire ce signal en un ordre électrique qui va permettre d'actionner, par exemple, le bras robotisé d'une personne qui aurait perdu son bras, par exemple. Et cela est possible également pour
contrôler. Cela sera possible demain pour contrôler un robot. Imaginez que vous soyez tétraplégique, vous souffrez de ce qu'on appelle un lock-in syndrome, c'est-à-dire un accident vasculaire à la base du cerveau, vous êtes conscient mais complètement paralysé. Vous ne gardez plus que la motricité oculaire. Vous êtes conscient mais vous êtes incarcéré dans le corps. Eh bien demain, vous pouvez imaginer, alors soit de traiter et de recouvrer évidemment la mobilité normale, soit, si ce n'est pas possible, eh bien par ces capteurs, que le sujet contrôle à distance un robot qui deviendra son avatar et qui agira pour lui. Donc, tout est possible. Aujourd'hui, des interfaces cerveau-machine sont capables de dire ce que vous êtes en train de regarder sans avoir accès à la scène visuelle que vous regardez effectivement. Donc, d'une certaine manière, de décrypter votre activité cérébrale. Autre exemple, pour montrer d'ailleurs le passage de la substitution médicale à l'augmentation des compétences, on peut rendre, dans une certaine mesure, la vue à des aveugles. Des aveugles qui ont perdu au cours de leur vie la vision. Ce sont des techniques qui sont en cours de développement. Il y a plusieurs types de techniques, mais je voudrais illustrer l'hybridation biotechnologique. Il est possible, et avec deux exemples pour vous montrer que les choses vont assez vite, il est possible d'implanter un microprocesseur au contact de la rétine, ce qu'on appelle une prothèse épirétinienne, au contact de la rétine, à l'intérieur du globe oculaire, et de faire en sorte, par un dispositif extraoculaire, que ce microprocesseur communique avec une caméra montée sur des lunettes. Donc la caméra enregistre une image, qui est encore de faible résolution spatiale, communique avec un petit boîtier, et ce boîtier va activer le microprocesseur. Et donc les électrodes de ce microprocesseur vont envoyer des signaux électriques à la rétine, au tissu, et stimuler le nerf optique. Et puis le nerf optique, à son tour, stimulera la région du cerveau impliquée dans le traitement de l'information visuelle, le cortex occipital, au tout début. Et qu'observons-nous, c'est que le cerveau réapprend progressivement à traiter ces signaux qui viennent du microprocesseur et donc de la caméra, et le sujet commence à recouvrer une certaine vision. Ce n'est pas une vision de forte définition. Quel que soit, c'est une centaine de pixels, donc c'est assez peu. Mais globalement, vous restaurez une capacité perceptive défaillante dans le cadre d'une maladie, ici ce qu'on appelle des rétinopathies pigmentaires, chez le sujet jeune, par exemple. Et donc cet exemple vous montre quoi? Une hybridation biotechnologique. Vous avez placé à l'intérieur du corps une prothèse électronique. Donc c'est une hybridation biotechnologique. Et cette prothèse électronique permet la restauration d'une faculté perceptive jusqu'alors défaillante, pour des raisons biologiques. Très bien. Ça, c'est de la médecine substitutive. Changez maintenant la caméra. Mettez une caméra dans le spectre des ultraviolets ou de l'infrarouge. Dans ce cas-là, que va voir le sujet? Il ne verra plus dans le spectre du visible. Il verra dans le spectre des ultraviolets, donc comme une abeille. Et donc, dans ce cas, vous avez augmenté les capacités perceptives du sujet, puisque l'évolution naturelle ne nous a pas permis de voir les ultraviolets. Nous restons dans la perception du spectre visible. Et donc, vous voyez que
le dispositif technologique va conditionner l'augmentation des capacités. Alors évidemment, cet exemple a des limites. C'est un exemple où l'on passe d'un dispositif en cours de développement à une anticipation, mais anticipation technologique qui ne pose aucun problème a priori. Naturellement, ce dispositif ne vaut que chez un sujet dont les fonctions sont perturbées. Il ne viendrait à l'esprit de personne de mettre un pareil dispositif chez un sujet sain qui, à coup sûr, perdrait une partie de sa vision, car vous léseriez une rétine normalement constituée. Donc là encore, je suis un transhumaniste, j'anticipe, mais je me dis, le jour où les nanotechnologies permettront de miniaturiser ce dispositif, de sorte que l'on puisse sélectionner certaines cellules de la rétine normale sans léser les autres, alors je pourrais sélectionner et spécialiser des parties de la rétine dans une perception particulière, sans léser l'intégralité de la perception. Donc, je me dis que je pourrais vraiment augmenter les capacités perceptives, dans cet exemple-ci, de l'être humain. Et de surcroît, si je fais en sorte que ce dispositif passe de l'échelle millimétrique, gros processeurs, quelques millimètres, à une échelle nanométrique, donc 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 10 fois au-dessus de la dimension de l'atome. À ce moment-là, le dispositif pourra s'insérer dans la cellule. Et donc, la question qui pourra se poser à terme, c'est où est la frontière entre la prothèse et le tissu biologique. Donc il y a un brouillage des frontières qui va progressivement s'installer entre ce qui restera de l'être biologique et la prothèse, qui ne sera plus une prothèse macroscopique, visible, comme un outil, mais qui sera à l'intérieur même du corps de l'individu. Donc vous voyez, là encore, possibilité technologique, anticipation transhumaniste. Un autre exemple, il y a aujourd'hui un projet de recherche, toujours pour les mêmes problèmes de cécité, et ça pourrait être certainement adapté à d'autres régions du cerveau, où il s'agit d'aller cette fois-ci stimuler le cerveau lui-même. Là, la prothèse, cette hybridation biotechnologique, concerne le globe oculaire, donc un organe des sens, mais en périphérie, si j'ose dire. Si le globe oculaire ne fonctionne pas, si le nerf optique ne fonctionne plus, dans ce cas, ce dispositif n'est plus adapté à la circonstance. Donc il faut trouver un autre dispositif. Donc pourquoi ne pas aller stimuler directement le cerveau impliqué dans la vision? Eh bien, c'est le projet, un des projets, qui est en train d'être développé. Et je vais vous dire deux mots de la possibilité technique, parce que cela va nous faire toucher une autre technologie, puis j'arrêterai là avec ces exemples, qui est une technologie de laboratoire, mais qui ouvre des perspectives inédites. Alors comment faire? Nous n'avons plus d'yeux, mais nous avons toujours un cortex visuel. Eh bien, l'idée, c'est, dans un premier temps, d'utiliser une technologie que l'on appelle l'optogénétique. Alors, c'est quoi l'optogénétique? En quelques mots. Vous savez, il y a certaines algues ou certaines bactéries, notamment ce qu'on appelle des archébactéries, qui sont capables de capter la lumière. Donc, elles ont à leur surface des pigments, des systèmes protéiques, enzymatiques, qui captent la lumière, un petit peu comme la rhodopsine pour nos cellules photoréceptrices. Mais pour nous, de manière simple, ces bactéries ont un pigment à la surface qui capte la lumière. Et quand ce pigment capte la lumière, cela permet soit de modifier les composantes chimiques de la cellule, c'est important pour la production d'énergie par la bactérie,
C'est important pour réguler les concentrations ioniques de la bactérie ou pour activer une petite queue, un petit flagelle qui permet à la bactérie de se déplacer. Bon, donc globalement, nous, que faut-il retenir? Pour certaines bactéries, elles ont à la surface un pigment qui capte la lumière et ce pigment est capable de produire une petite réaction chimique qui va nous intéresser. Alors que faisons-nous? Nous prenons dans la bactérie le gène qui code pour le photopigment. Donc les gènes qui renferment les instructions nécessaires pour élaborer dans la bactérie le photopigment qui sera exprimé à sa surface. Donc on prend ce gène, on le place dans un virus inactivé. Donc on l'incorpore dans un virus. On prend ce virus, on infecte certaines régions du cerveau de manière très précise. Les cellules nerveuses infectées par ce virus incorporent à leur tour le gène qui code pour le photopigment à l'intérieur de leur patrimoine génétique. Et quand elles lisent leur patrimoine génétique, eh bien ce gène est décodé en quelque sorte et va permettre quoi? L'expression du photopigment à la surface des cellules nerveuses. Donc le résultat, quel est-il? Par cette méthode, vous avez pour l'instant permis à certaines cellules nerveuses, dans des régions très spécifiques du cerveau, d'exprimer ce photopigment. Alors me direz-vous, c'est certainement une prouesse technologique, mais comment l'activer? Car il n'y a pas de lumière, en tout cas peu efficace en termes de photons, en termes électromagnétiques, pour aller activer le photopigment. Qu'à cela ne tienne, et ça a été fait. Là, ce sont vraiment des technologies qui percent la voûte crânienne et l'on fait pénétrer dans le cerveau une fibre optique ou un faisceau laser. Et donc on apporte la lumière aux cellules qui expriment ce photopigment à leur surface. Et en fonction du photopigment et en fonction de la couleur, de la longueur d'onde de la lumière, eh bien on est capable d'activer ou d'inhiber la cellule nerveuse. Donc c'est au fond une espèce d'interrupteur que l'on vient de placer à l'intérieur du cerveau qui permet d'allumer ou d'éteindre certaines cellules nerveuses. Alors qu'est-ce que cela permet de faire? Eh bien chez la souris, si vous placez ce dispositif à l'intérieur du cerveau qui contrôle vos mouvements, eh bien vous téléguidez en quelque sorte la souris. Vous prenez le contrôle de sa motricité. Si vous rendez, tous ces exemples sont réels. Là, pour l'instant, ce n'est pas l'anticipation transhumaniste, c'est la réalité de laboratoire. Évidemment, c'est du laboratoire chez l'animal, nous sommes d'accord. Vous rendez une souris héroïnomane, donc vous la rendez dépendante d'une drogue, vous allez prendre ce dispositif, vous le placez dans une région, dans des circuits du cerveau qu'on appelle les circuits de la récompense, qui interviennent dans le désir, dans l'appétence, dans le plaisir, eh bien vous sevrez votre souris. Donc vous traitez les symptômes de la dépendance. Et donc cette technique d'optogénétique en elle-même est une technique fabuleuse. C'est un instrument de recherche fondamental qui permet de mieux comprendre et très très spécifiquement le fonctionnement de certaines régions, voire de certaines neurones du cerveau. Mais là encore, si je suis transhumaniste, je me dis que peut-être qu'un jour, je pourrais disposer de cette technologie pour influencer les mécanismes inconscients de mon cerveau et modifier volontairement tout un ensemble de fonctionnement de certaines régions du cerveau pour en augmenter les capacités, puisque c'est là le cœur mélioriste de cette philosophie transhumaniste. Et donc la technologie, elle existe. Alors, de là à passer
à un usage individuel avec tous les problèmes que cela peut poser, nous sommes d'accord. Mais le transhumaniste optimiste que je suis me dit, je ne vois pas de pétition de principe, pour l'instant, à envisager que demain, sous réserve d'une maîtrise suffisante de cette technique, je ne la puisse pas utiliser pour moduler ce que mon introspection ne pouvait pas faire. Donc, la conscience est le résultat de mécanismes inconscients, que je ne contrôle pas toujours. Eh bien, ma conscience, par ce dispositif, va contrôler les mécanismes jusqu'alors inconscients. Vous voyez quand même que c'est une perspective inédite. Si nous revenons à des choses plus réalisables, pour l'instant, l'avenir dira si c'est du pur fantasme, mais voilà, mais vraiment, il nous faut rentrer dans l'esprit d'un transhumaniste. C'est ce que nous essayons de faire. Si nous revenons à notre dispositif pour pallier la cécité, cette fois-ci, non pas au niveau, en partant de l'œil, mais véritablement au niveau du cerveau, eh bien, que faisons-nous? Nous utilisons cette méthode optogénétique pour cibler certaines cellules nerveuses des régions toutes primitives du cerveau, visuelles, qui sont des colonnes corticales qui sont sensibles aux contrastes lumineux, à l'orientation des contrastes lumineux. Gardons simplement cela. Et donc, nous avons fait en sorte que ces cellules nerveuses qui vont reconnaître des orientations de contrastes lumineux, c'est comme si vous aviez, en gros, une forme d'un individu avec, vous savez, avec des petits traits, et que normalement vous joignez pour refaire le tracé continu. Quand on était tout petit, on avait ce genre de dessin en pointillé. Bon. Eh bien, d'une certaine manière, votre œil, ce qu'il fait au début, c'est un peu ça. Il voit en pointillé les contours. Et le cerveau va détecter, à partir des contours captés par l'œil, eh bien, l'orientation dans l'espace de ces pointillés qui dessinent la silhouette, et puis le cerveau va interpoler, donc il va relier pour former la forme globale. Donc nous avons mis à la surface, grâce à ce dispositif d'optogénétique, des pigments capables de capter la lumière au sein des cellules nerveuses qui vont détecter ces pointillés pour reconstruire le contour de l'objet. Disons cela comme ça. Bon. Donc deux questions se posent, c'est malgré tout, il faut quand même qu'il y ait un capteur, au moins une caméra, mais une caméra un peu plus compliquée que les caméras classiques, puisqu'elles doivent accomplir les opérations, certaines opérations que l'œil ne peut plus accomplir puisqu'il n'est plus là. Et deuxièmement, il me faut apporter de la lumière pour aller stimuler cette région du cerveau. Donc ce sont deux contraintes fortes. Alors, première contrainte, on utilise ce qu'on appelle des caméras neuromorphiques, c'est-à-dire des caméras élaborées qui ont des traitements très particuliers de l'information, mais qui vont justement détecter le mouvement des formes. Ce qui est important, ce n'est pas simplement la scène statique, c'est d'aller repérer une voiture qui passe, donc le mouvement. Donc on a des caméras neuromorphiques qui vont accomplir des opérations relativement complexes de traitement, de pré-traitement de l'information, pour reconnaître des objets et surtout les changements dans le temps de ces objets, ou le mouvement. Et cette caméra neuromorphique, eh bien, on va la relier, alors non pas à des fibres optiques, mais à des diodes luminescentes. Et donc, on va mettre au contact, à proximité de ces neurones du cortex visuel qui expriment à leur surface ces photopigments qui captent la lumière, des diodes luminescentes dont les signaux lumineux traduiront le résultat du traitement de la caméra neuromorphique. Voilà, ça c'est un projet de recherche. Et vous voyez que nous sommes passés d'une prothèse périphérique au sein du globe oculaire, de l'œil, à une prothèse intracérébrale, avec une technique fantastique et l'optogénétique, entre autres.
et avec des caméras qui sont de plus en plus intelligentes, entre guillemets, mais qui effectuent un travail de plus en plus complexe de pré-traitement d'informations visuelles. Donc, nous quittons la périphérie pour progressivement pénétrer à l'intérieur du cerveau pour des traitements complexes de l'information. Donc voilà un exemple qui vous montre que la recherche progresse et qu'elle apporte peut-être à cette philosophie transhumaniste des outils futurs pour permettre cette reconfiguration, peut-être génétique, peut-être biologique, et en tout cas neurologique, par ces interfaces cerveau-machine qui passent des organes d'essence à l'intérieur même du cerveau. Et donc, ce que nous disent à ce moment-là les transhumanistes, et notamment Ray Kurzweil, c'est l'idée que cette hybridation de l'être humain et de la machine va permettre progressivement deux choses. À la fois d'augmenter certaines capacités, la mémoire, l'attention, l'accès à certaines informations, même s'ils ne disent pas toujours très bien comment, et peut-être de s'intégrer si intimement dans notre corps et notre cerveau qu'il ne sera plus possible à terme de séparer les deux. Et l'on pourrait dire d'une certaine manière, de manière très analogique, que la technologie apporte une démultiplication des capacités mentales et le cerveau apporte finalement la conscience à la machine. Et Ray Kurzweil nous dit il existera certainement un moment où la machine annexée à l'intérieur même de l'être humain, accomplissant des calculs tellement supérieurs à ce que le cerveau peut lui-même effectuer, qu'il n'y aura plus de retour en arrière, qu'il y aura là une évolution irréversible, une hybridation irréversible de l'homme et de la machine, c'est ce qu'il appelle la singularité, qui aura amené la création d'une espèce nouvelle. Cyborg, pour reprendre des termes de science-fiction, cyborg, intelligence artificielle autonome, vie artificielle, pleinement artificielle. Et nous aurons traversé une frontière, cette singularité, je parle en transhumaniste, nous aurons traversé cette singularité, nous faisant basculer de la période contemporaine transhumaniste, c'est-à-dire d'une humanité en transition, se reconfigurant par tous les moyens de l'ingénierie génétique, biologique, électronique, si l'on veut, à une phase post-humaniste où sera créée une espèce nouvelle, tellement supérieure à ce que nous sommes nous aujourd'hui, que nous, êtres de chair et de sang, nous serons relégués comme une scorie de l'histoire et peut-être voués à disparaître. Et donc, vous voyez que le but qu'on pourrait qualifier de prométhéen, de démiurgique, transhumaniste, mais en tout cas du courant majoritaire, c'est en quelque sorte de se substituer à l'évolution naturelle dont nous sommes les produits. Nous sommes tous, tout être vivant, les produits, mais qu'ils considèrent comme étant trop lente. La vie a environ 3,5 milliards d'années. Australopithèque a 4 millions d'années environ. Homo sapiens, 300 000 ans. Donc il faut du temps à cette évolution. Mais là, le temps de la technologie est plus court. Voyez la démocratisation de l'ordinateur. Voyez l'accroissement de la puissance calculatoire des ordinateurs.
selon ce qu'évoque d'ailleurs Ray Kurzweil, la tendance empirique de Moore, c'est-à-dire aujourd'hui le doublement des capacités calculatoires en termes de microprocesseurs d'un ordinateur environ tous les 18 mois ou 2 ans, même si cela risque d'atteindre une limite. Eh bien, les transhumanistes considèrent que cette durée d'évolution est trop courte aujourd'hui. L'intelligence progresse beaucoup plus et la technologie va beaucoup plus vite. D'autre part, cette évolution a ses limites. Pour un transhumaniste, cette évolution a permis l'éclosion de l'intelligence, de la conscience, et de tout un tas d'autres aptitudes mentales. Mais aujourd'hui, ces capacités mentales sont incarcérées dans un corps limité qui est notre propre corps. Alors que la technologie, selon les transhumanistes, j'entends, permettrait justement de se libérer des limites corporelles. Limites biologiques, Pistorius peut courir plus vite que d'autres, moralement c'est moins sûr, et vous voyez que c'est l'ordinateur ou l'intelligence artificielle, revenons sur l'intelligence artificielle, permet aujourd'hui d'accomplir et de traiter des masses de données qui ne peuvent être traitées par l'intelligence humaine. Donc, ce que disent les transhumanistes, c'est qu'au fond, il faut se substituer, grâce aux sciences et aux technologies, à l'évolution naturelle, prendre son relais pour être nous-mêmes le moteur volontariste, conscient et intentionnel de notre évolution personnelle et sociale, avec une temporalité accélérée de la technologie et en se séparant progressivement des limites du corps, en artificialisant progressivement le corps. Et donc, moi je définirai les choses, après je m'achemine vers la conclusion. Oui. Mais il faut bien comprendre ce mouvement, parce que nous avons 50 ans de retard. Moi je dirais les choses de la manière suivante. Vous avez un mouvement ascendant d'artificialisation du corps. Donc on crée des prothèses visuelles, des prothèses cochléaires, des cœurs artificiels. Donc on est progressivement capable d'artificialiser les organes du corps. Mouvement ascendant d'artificialisation. Deuxième mouvement, c'est ce que j'appellerais un mouvement d'humanisation de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, mais qui a beaucoup de limites, mais qui se développe quand même pas mal, est capable de reproduire de plus en plus des aptitudes humaines. Apprentissage, correction, mémoire, généralisation, classification, trouver des associations entre les événements, enfin, tout un tas d'aptitudes mentales peut être réalisé plus ou moins par l'intelligence artificielle. Alors, par intelligence artificielle, moi j'entends une classe particulière de machines que l'on appelle les réseaux artificiels de neurones, dont le deep learning, justement, est une sous-classe. Ces réseaux artificiels de neurones, ce sont des architectures qui, plus ou moins, s'inspirent de l'architecture du cerveau, et donc pour reproduire, c'est-à-dire pour simuler ou pour émuler, comme on dit, les capacités mentales du sujet. Donc ce n'est pas l'ordinateur. Ce n'est pas le fonctionnement classique d'un ordinateur. Il faut, je pense, oublier la métaphore de l'ordinateur pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et dans l'informatique en général, cette partie de l'intelligence artificielle, qui elle s'inspire du cerveau, évolue extrêmement vite et permet de simuler de plus en plus les activités mentales. Et donc l'idée, alors là que je défends, mais je peux me tromper, peut-être déjà dans le fantasme transhumaniste, c'est que cette capacité croissante de simulation des activités mentales par l'intelligence artificielle pourrait se retrouver à l'intérieur de quoi? D'un robot, donc artificialisation du corps, mais d'un robot
qui lui apporte une propriété supplémentaire, c'est l'individualité. Un robot, c'est comme nous. Ça doit se déplacer dans l'espace, ça peut communiquer entre robots, c'est déjà fait. Ça doit reconnaître des obstacles, ça doit percevoir son environnement, et peut-être, grâce à des capteurs de surface du robot, progressivement, alors, avoir une représentation, entre guillemets, évidemment, de son unité, de son autonomie. Et donc, le pari que je prends, c'est que l'artificialisation via le robot, l'intelligence artificielle dans le robot, et amener ce robot à interagir avec d'autres robots et apprendre par lui-même, c'est-à-dire sans lui dire ce qu'il faut faire, mais qu'il apprenne par lui-même, ce qu'on appelle des apprentissages non supervisés, eh bien peut-être pourra développer une protoconscience à terme. Voilà, ça c'est le pari que je prends. Le transhumaniste l'a pris depuis longtemps. Moi je me dis, c'est peut-être pas impossible. Et donc, vous voyez qu'il y a trois mouvements: artificialisation du corps, qui peut pousser la robotique, intelligence artificielle et hybridation biotechnologique, qui sont trois mouvements qui convergent pour le coup vers la possibilité soit de reconfiguration totale de l'être humain, soit de développement d'une entité artificielle, peut-être un jour, peut-être n'est-ce qu'une bêtise ce que je vous dis, hein, peut-être, l'histoire le dira, d'où pourrait émerger une protoconscience. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein, une machine, ça ne pense pas, ça ne perçoit pas, ça recrée, ça simule, mais ça ne pense pas. Mais je pense que l'objectif est là. En tout cas, il est certainement là pour des transhumanistes. Alors, en guise de conclusion, vous voyez que nous avons essayé de définir ce qu'est le transhumanisme. En tout cas, une espèce de tronc commun qui permette de rassembler l'ensemble des courants qui traversent et structurent le transhumanisme. À travers un certain nombre d'exemples, mais en épousant quand même l'enthousiasme techno-prophétique des transhumanistes, j'espère que nous sommes convaincus que même s'il y a beaucoup de fantasmes et certainement beaucoup d'erreurs dans les pensées des transhumanismes, la technologie avance et les sciences avancent suffisamment pour quand même penser que cette augmentation des capacités physiques et mentales est une chose possible et d'ores et déjà possible. À savoir si le transhumanisme est un humanisme, vous aurez compris que nous avons quitté complètement l'humanisme traditionnel. Certes, le transhumanisme considère que, simplement, l'être humain, homme et femme, l'être humain est un individu perfectible qui n'a aucune définition, il se donne la propre définition de son être, et bien aujourd'hui, il peut non seulement s'auto-définir, mais s'auto-construire, avec un certain nombre de limites quand même biologiques à tout cela, mais il peut s'auto-construire, ou il pourra s'auto-construire dans l'esprit des transhumanistes, grâce à l'apport massif de ces technologies, de cette ingénierie génétique, biologique et neuroprothétique. Cela pour accroître ses capacités physiques et mentales, peut-être un jour pour éradiquer la mort, la maladie, le handicap. En tout cas, dans un fantasme d'autosuffisance et de toute puissance. Et c'est là où nous rejoignons l'anthropologie philosophique du capitalisme. C'est que nous créons des super individus, hyper productifs, qui pourraient peut-être demain supporter les dégradations irréversibles de politiques industrielles aveugles et très peu écologiques. Plus besoin de politique écologique, il suffit de faire un être humain qui résiste à l'environnement qu'il aura complètement et irréversiblement dégradé. C'est aussi un accroissement de la marchandisation du monde, puisque cette fois-ci, on marchandise le cœur même de l'être humain, son corps et sa pensée. Donc vous voyez qu'un certain nombre d'indices laissent supposer que ce transhumanisme, dans sa version exotropique, dans sa version libertarienne, converge
radicalement avec l'anthropologie philosophique du capitalisme cognitif et numérique contemporain. Et donc c'est aussi un grand mythe aujourd'hui qui donne un visage humain ou post-humain au développement de cette économie mondialisée. Et nous retrouvons également une figure que tous les humanistes avaient essayé de mettre à distance, c'est l'idée de démesure. Nous sommes dans une conception de l'être humain qui n'accepte plus aucune limite. Et donc, c'est le registre de la démesure complète. Et vous voyez, d'autre part, 2 points encore, si je peux, je promets d'arrêter. 2 points, c'est que cette conception de l'être humain, autosuffisant, s'incorpore aussi dans une vision de déshumanisation et d'atomisation sociale. Un individu autosuffisant n'a plus besoin d'autrui. Il est capable de répondre à tous ses désirs, si tant est qu'il est possible de répondre aux désirs en général, puisqu'il est insatiable. Mais en tout cas, il peut se passer de la médiation d'autrui à travers l'ensemble des technologies qui lui apporteront ce dont il a besoin. Donc il y a là encore une convergence avec cette nouvelle économie qui vise une désagrégation sociale, une atomisation sociale. Et plus paradoxalement, cela a été noté par un certain nombre de philosophes, c'est que, insidieusement, vous avez dans cette philosophie transhumanisme une résurgence, sous une forme sécularisée, certes, d'une conception gnostique qui s'est développée au IIe siècle après Jésus-Christ. Et je conclurai là-dessus. Vous avez compris, nous l'avons souligné, c'est que le transhumanisme, c'est vraiment un matérialisme athée qui va vers la divinisation de l'humain. Ça, nous sommes d'accord. Puisqu'il veut se substituer à Dieu si vous êtes croyant ou à l'évolution naturelle si vous êtes plus matérialiste. Enfin, le résultat est le même. Or, que disait la gnose chrétienne ? La gnose chrétienne, c'est l'idée que un fragment de Dieu, du vrai Dieu, non pas du mauvais Dieu de l'Ancien Testament, mais que le vrai Dieu qui vit dans un plérome, ce qu'on appelle un plérome, eh bien qu'un fragment de ce vrai Dieu a été incarcéré dans le corps par l'action du mauvais Dieu de l'Ancien Testament. Et le corps devient la prison de l'âme. Et chez les gnostiques, donc, l'âme est incarcérée, l'âme qui a donc une origine divine, est incarcérée dans le corps, dans la sexualité, c'est-à-dire dans la procréation, qui permet de donner un corps toujours dans la perpétuation de la vie, et donc est incarcérée par un complot cosmique. Et donc les gnostiques considèrent que le corps étant une prison, eh bien il faut le déprécier, il faut tout faire pour ramener l'âme à prendre conscience de son origine divine et à revenir progressivement vers le vrai Dieu par l'intermédiaire de l'initiation et de la connaissance, qui est la gnose. Que disent les transhumanistes ? Certes, ils ne disent pas la même chose, mais ils disent cela. La conscience, l'esprit, est incarcéré dans les limites du corps, et donc, il faut soustraire la conscience, l'intelligence de ce corps. Ils disent d'ailleurs, sous forme de boutade, il faudrait mettre l'esprit sur une clé USB pour pouvoir se connecter partout et en tout temps, c'est-à-dire il y a une notion d'éternité toujours derrière. Donc il faut libérer
la conscience et l'intelligence des limites du corps pour l'éterniser et qu'elle puisse peut-être arriver sur un réseau, un Google mondialisé qui lui donnerait la connaissance absolue. Eh bien, si ce n'est pas, toute chose égale par ailleurs, une transposition séculaire et technophile de la gnose chrétienne, sans le savoir, vous voyez que les choses se retrouvent. Et donc nous retrouvons évidemment chez les transhumanistes eh bien, un certain nombre d'aspirations qui puisent certainement au début de l'humanité. Et donc cette rémanence religieuse au cœur même de l'hypermodernité technophile des transhumanistes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en guise d'introduction sur le transhumanisme et surtout vous montrer et insister sur ce point, c'est d'ores et déjà aujourd'hui, quelle que soit la part de véracité, de plausibilité ou la part de fantasme de ces anticipations futurologiques, une idéologie au cœur de nos sociétés, structurée, institutionnalisée, qui d'ores et déjà travaille, parfois à notre insu, à hâter l'avènement de cette société transhumaniste ou de cette anti-société post-humanisme. Aussi la question est-elle, serons-nous demain des êtres humains augmentés ou serons-nous plutôt des êtres humains simplifiés en vivant par procuration technologique et en perdant petit à petit ce qui faisait, si j'ose dire, l'honneur de l'esprit humain, c'est-à-dire toute la culture séculaire accumulée. Je vous remercie de votre attention.